s'appelle voilà, Facebook, Instagram, mais je vais quand même faire un petit détour dès le départ sur la question de la fiche Google, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le point d'entrée à plein de trucs, Google, notamment voilà, la recherche d'infos, etc. Donc on passera quand même par là, puisqu'on peut les lier, nos réseaux sociaux, à cette fiche Google. On abordera ensuite la question de Facebook, donc qui est l'audience de Facebook, qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce réseau, quelles sont les options possibles de publication. La même chose pour Instagram, et sur Instagram, je m'arrêterai aussi sur la question des hashtags, des réels, des stories, etc., qui sont parfois des mots qu'on entend voilà, à toutes les sauces, sans trop savoir ce que c'est, donc on prendra 5 minutes pour réexpliquer un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne et comment ça peut vous être utile. Et enfin, je parlerai un petit peu de la modération. La modération, c'est quelque chose que sans doute vous pratiquez déjà, enfin, en tout cas je l'espère, dans la vraie vie au quotidien, c'est-à-dire c'est répondre aux gens. Voilà. C'est répondre aux gens, échanger, répondre à un avis positif, négatif. Donc c'est quelque chose où on entend beaucoup voilà, qu'il est important de répondre aux commentaires, etc. Mais il y a des petits tips aussi pour le faire. Et on verra que le fait de répondre est quasiment aussi important que le fait de publier quelque chose. Et enfin, pour clôturer, j'aborderai très très rapidement la question de la publicité sur les réseaux sociaux. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des outils gratuits, alors qui prennent du temps, hein, parfois trop, mais qui ne nécessitent pas voilà, d'investir de l'argent, là où la publicité permet de toucher plus de monde, peut-être de manière un petit peu différente et plus ciblée, mais nécessite un petit budget publicitaire. Donc, on bouclera là-dessus. Alors, bon là, je passe très très vite, c'est très institutionnel comme page de présentation. Je suis peut-être un peu moins bronzée aujourd'hui. Moi, je suis la première personne sur sur l'organigramme. Donc, je m'appelle Juliette. On a une agence de communication alors qui est physiquement loin de vous. On est plutôt dans l'est de la France, tout près de la Suisse, du côté de Montbéliard. Et on est une équipe de 4 personnes dispatchées un petit peu sur toute la France. Et on travaille notamment pour des structures plutôt proches de chez vous, puisque on travaille pour les Baronnies provençales, le parc, dont on gère les réseaux sociaux, et on travaille aussi pour Chemin des Parcs, qui est donc les propositions de chemin de randonnée, de balade voilà, des 9 parcs de la région PACA. Où on s'occupe également de faire la promotion voilà, de tous ces sentiers itinéraires sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc, des questions qu'on traite au quotidien. Voilà. Juliette, je me permets juste d'intervenir avant que tu ailles plus loin. Il y a un petit grésillement quand tu parles. Quand moi je parle Ouais, quand toi tu parles, je ne sais pas si tout le monde l'entend. Je viens de vérifier avec mon collègue qui l'entendait aussi. Peut-être non. Ah, bon, alors, il y a des gens qui font non. Et est-ce que je grésille toujours? Non, là tu ne grésilles plus. Alors, donc il faut que je me mette tout près de l'écran. Ok. Désolée pour l'inconfort. Merci. Ah ouais, le son n'est pas très net. Mince alors. Qu'est-ce que... Non, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Il y a plus petit grésillement. Vous me mettez des grands signes ouais, si jamais ça t'arrête. Okay. Merci, désolée. Alors, en guise d'introduction, je vous préviens, ce n'est pas très réjouissant comme introduction. C'est un petit peu en 1984. Hein, donc, quand on parle de marketing digital et de réseaux sociaux, ça fait écho au fait qu'on est suivi, traqué. Il y a plein de termes pour l'utiliser depuis de nombreuses sources. Notamment nos historiques de navigation Internet. Donc, quand on tape un truc sur Google ou un autre navigateur, d'ailleurs, un autre moteur de recherche, il y a un historique qui est fait. D'ailleurs, on peut l'effacer, cet historique. Toutes les applications super intéressantes qu'on utilise, Waze, Google Maps, Plan ou autres, donc qui nous permettent hyper facilement d'aller à un point A, à un point B, un point B, on nous signale les radars, etc. Bon. Là, il y a aussi une question de tracking, de suivi, puisqu'on est géolocalisé. Donc, ça permet notamment à ces applications de nous envoyer de la publicité quand on est à proximité géographique d'un point. Les visites de sites internet qu'on pourrait faire, il vous est peut-être déjà arrivé d'aller sur le site
je sais pas moi, bricolage, je sais pas, le site de jardinerie, et ensuite, dès que vous vous connectez sur un réseau social, vous avez des pubs pour un petit râteau, un machin, un arrosoir ou autre, des pubs liées en tout cas à des recherches que vous auriez pu faire, aux vôtres et celles qui pourraient être faites dans votre foyer aussi, en gros ceux qui se connectent sur la même box que vous. Toute la question des assistants vocaux aussi, à un moment c'était la grande mode des enceintes connectées, Alexa ou que sais-je, qu'on interrogeait et qui nous donnaient des réponses, qui faisaient des choses pour nous. Donc tout ça, en fait, ça permet à Internet, on va dire, de créer nos profils types. Et je vous donne un autre exemple. Alors, c'est la petite image qu'il y a sur le support ici. Ça, c'est Gmail. Donc, Gmail, c'est une application qui permet d'envoyer des mails, hein, qui a priori n'a pas besoin de nous suivre, mais on accepte. Voilà. On accepte quand on crée notre compte sur Gmail d'être suivi. Donc, dans les paramètres, vous pouvez aller farfouiller. Parfois, on retrouve voilà, son historique de déplacement. Donc, dès qu'on ouvre en gros l'application sur un téléphone ou un ordi, il nous localise. Et ça permet encore une fois à Google de nous envoyer de la pub localisée. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on évolue aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui, à titre personnel, en tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt troublant, voire un peu inquiétant. Mais de l'autre côté, à titre professionnel et promotionnel, c'est plutôt une sacrée mine d'or qu'on peut utiliser pour communiquer efficacement. Donc, à mes yeux, moi, tout l'art des réseaux sociaux, on va dire aujourd'hui, si on peut parler d'art, c'est quand même de réussir à se positionner. Voilà, on a un système qui existe, on le sait, il est comme ça. J'ai du mal à croire qu'on puisse le renverser aujourd'hui, mais c'est comment on l'utilise pour que ça nous ressemble, pour que ça reste efficace et sans rentrer dans l'excès, quoi. Sans communiquer pour communiquer et savoir en tout cas où on met les pieds quand on l'utilise. Sur le principe d'algorithme, c'est pareil, c'est un terme qu'on entend tout le temps, partout, à toutes les sauces. L'algorithme, en fait, c'est ce qui va, c'est l'outil, c'est le robot qu'il y a sur les différents réseaux sociaux et dont l'objectif ultime est de faire en sorte qu'on reste collé à l'écran. Voilà. Qu'on reste collé. Alors, ça va être des outils qui permettent, vous savez, le scroll infini, là, maintenant, on peut défiler, défiler. Il n'y a jamais de fin. On n'a jamais terminé, techniquement, de voir tout ce qui se passe. Ces principes de story, pareil, qui font qu'on regarde des choses, mais on n'a jamais fini. Des vidéos très courtes, voilà, qui prennent peu d'attention, mais qui, mises bout à bout, font qu'on reste collé des heures, etc. Et tous ces contenus, finalement, vont nous être montrés parce qu'ils nous intéressent. Je mets plein de guillemets à intérêt, parce que ça ne veut pas dire que c'est des choses de qualité, que c'est des belles choses ou autre, c'est juste que ça nous attire comme un aimant. Et donc, pour être intéressé à un contenu, ou en tout cas pour que, disons, Facebook nous présente un contenu qui nous plaît, ou Instagram, il faut qu'il sache qui on est. Et donc, il se base sur tout ce qu'on a fait auparavant, il enregistre tout, c'est ce que je vous disais au départ, pour nous montrer ce qui nous plaît. Exemple classique, vous avez la même chose sur Netflix, par exemple. Si vous êtes utilisateur de Netflix, vous vous connectez, vous regardez un reportage sur je sais pas, les serial killers. Une fois, deux fois, vous vous reconnectez à la plateforme, vous n'avez que des suggestions ou beaucoup de suggestions sur cette thématique. Voilà, ça marche pareil dans la musique et donc pareil sur les réseaux sociaux. Voilà comment ça fonctionne. Ce qui m'amène à rappeler que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Voilà. C'est uniquement un petit monde de trucs qui nous plaisent, entre guillemets, voilà, qui nous réconfortent, on va dire, voilà, en tout cas, dans lesquels on se retrouve. Et à l'inverse, ce qu'on va voir qui ne nous plaît pas, c'est le pire. Voilà. Parce qu'il y a un autre système qui régit les réseaux sociaux, qui est celui de l'engagement, je vais y revenir. Je donne souvent l'exemple parce qu'il est très clivant et pour beaucoup, il nous a marqué. Vous preniez la période Covid, on avait les pro-vax et les anti-vax. Il faut bien se dire que le pro-vax, il voit que des gens qui sont d'accord avec lui sur ses réseaux sociaux et les seules infos anti-vax qu'il voit, c'est les pires. C'est les pires dans le sens les plus violentes ou les plus extrêmes. Et pareil dans le cas inverse. Parce que qui dit information contradictoire, provocatrice ou autre, ça génère beaucoup de clics, des commentaires, des partages ou autres. Et ça, c'est hyper valorisé par l'algorithme.
Pourquoi? Parce que, on va l'appeler, Internet se dit, tiens, ça génère plein de clics, plein de réactions, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt de mon audience, donc il faut que je continue à montrer des trucs comme ça pour que les gens restent collés à l'écran. Donc le principe est assez pervers dans le fonctionnement, hein, c'est-à-dire que ça crée vraiment des dualités hyper importantes. À la fois, c'est réconfortant, on se dit, oh bah tiens, moi, il n'y a que des trucs que j'aime bien, tout va bien, etc. Enfin, en tout cas, il n'y a que des infos qui m'intéressent. Et ce que je vois qui est contre mes idées, c'est le pire. Donc, il y a quand même un petit peu pervers comme système, on va dire, comme fonctionnement. Mais ça fonctionne comme ça. Je reviens à une thématique peut-être un peu plus basique et terre à terre. Avant d'arriver sur un réseau social, donc souvent on passe par ce qu'on appelle un navigateur, un moteur de recherche. Le plus utilisé dans le monde, c'est Google. Et donc vous avez la possibilité en tant que professionnel de créer ce qu'on appelle une fiche Google. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà une. Et ce qu'il faut avoir en tête, et de manière générale sur tout ce que je vais vous raconter, c'est que pour que ça fonctionne, il y a quand même une grosse partie, il faut être bon élève. Voilà. Ni plus ni moins. Il faut cocher les bonnes cases et répondre aux questions de l'Internet. En l'occurrence, Google va plutôt préférer mettre en avant des structures qui ont déjà rempli correctement leur fiche Google qu'une structure qui ne l'a pas fait. Je tape restaurant Verdon, par exemple, dans Google, je vais avoir toute une série de restaurants, voilà, géographiquement, par exemple, qui ont rempli leur fiche Google, plus ou moins correctement, qui vont apparaître avant les autres. Vous apparaissez quand même dans Google sans la fiche, mais c'est un plus. L'idée, toujours avec cette histoire d'algorithme, rappelez-vous, si j'avais tapé juste restaurant, moi, là maintenant sur Google, j'aurais plutôt des restaurants autour de Montbéliard, là où vous en auriez plutôt autour de chez vous, a priori. C'est cette question de la géolocalisation. Ce qui m'amène à vous rappeler qu'il est important de faire attention aux mots que vous allez utiliser quand vous présentez votre activité dans votre fiche Google, puisque c'est ce qui va permettre à Google, justement, d'aller chercher des informations pertinentes. Donc, pardon, si vous me voyez tourner la tête, c'est que j'ai le double écran et que j'ai des infos un petit peu partout. Donc, la première étape, si vous ne l'avez pas déjà faite, c'est donc de créer cette fiche Google. Donc ça, c'est gratuit, hein, il vous suffit d'avoir une adresse email pour le configurer. Et surtout, soyez vigilants à mettre à jour les horaires d'ouverture s'il y en a, les horaires auxquels on peut vous contacter. Vous avez la possibilité de programmer ces informations pour les jours fériés, les ponts, que sais-je, expliquer que vous êtes ouvert, par exemple. Arrive aussi la question de la description. Donc ça, c'est un exercice qui parfois est un petit peu délicat. Il va falloir résumer ce que vous faites en très peu de mots. Voilà. 300, 500 caractères. Dans cette description, pensez à utiliser encore une fois des mots-clés qui vont permettre de vous géolocaliser, alors le nom de la ville, du village ou autre, des mots qui définissent votre activité. Donc, est-ce que vous êtes, je ne sais pas, restaurateur, artisan, producteur ou autre. Donc, vraiment utiliser ces mots-clés et les services. Et ce qu'on sait moins, c'est que sur les fiches Google, on peut les utiliser un petit peu comme un réseau social. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des posts de temps en temps et mettre en avant une actualité. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur des rythmes aussi soutenus que sur Facebook ou Instagram, mais si une fois par mois, tous les 2 mois, ou en fonction de votre activité, de vos actualités, vous pouvez mettre en avant des publications, des posts dans votre fiche Google qui vont remonter lors des recherches. Et autre élément important, ça j'imagine que vous les connaissez, c'est les fameux avis clients, voilà, sur ces fiches Google, qui, pour beaucoup, voilà, font partie du processus de décision, on va dire aujourd'hui, allez voir les notes. Et donc, les réponses que vous pourriez donner vous aussi font partie de la communication globale que vous allez pouvoir diffuser sur Internet. Donc, il y a vraiment un intérêt et une importance, en tout cas, à répondre, à faire attention à la façon dont on répond, et toujours dans cette logique de bon élève, Google va valoriser les structures, alors valoriser en termes de visibilité, j'entends, les structures qui prennent le temps de répondre et de faire attention à tout ça. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, à savoir Facebook et Instagram. Je n'ai pas fait attention, est-ce qu'il y a des petites questions? Ça va le son? Ouais,
Oui, il me semble que c'est mieux. En tout cas, Bon, la façon dont moi je le reçois, c'est mieux. tant mieux. Et Très bien. non, je vois pas de questions dans la conversation à ce stade. Donc, je pense que tu peux Ça va vite. dérouler. Voilà, si ça vient, on reprendra les questions, Ok. même avec un petit décalage, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce qui est de Facebook et Instagram, donc il s'agit des 2 principaux réseaux sociaux utilisés en France. Alors là, pas de panique, vous n'êtes pas obligé de connaître tous les chiffres. C'est simplement pour nous rassurer aussi, ce qu'on entend partout, beaucoup. Facebook, c'est fini, c'est pour les vieux, il n'y a plus personne dessus, tout le monde s'en va. C'est la grande dégringolade, alors que c'est un réseau, on va dire, sur lequel on devient plutôt à l'aise aujourd'hui. Il se trouve quand même que, donc là, dans la dernière étude au niveau mondial hein, qui est sortie, c'est une étude qui fait 400-500 pages, Facebook, ça reste le réseau voilà, le plus utilisé en France de loin. On a 70% d'utilisation de Facebook. Donc ça reste un réseau très utilisé, certes par des tranches d'âge de moins en moins jeunes, entre guillemets, mais qui reste le numéro 1 aujourd'hui. Ensuite, on va retrouver WhatsApp, Instagram, Messenger et ainsi de suite. Mais ça reste voilà, un réseau important et c'est un réseau sur lequel il y a un vrai usage, recherche d'infos, infos pratiques, idées sorties en plus. Donc, où, selon vos activités, il y a un vrai intérêt. Ce qu'il est important d'avoir en tête, on peut être, on peut avoir très envie voilà, de se dire tiens, je vais aller sur tous les réseaux sociaux, comme ça je touche tout le monde et voilà, je touche tout le monde et je fais un maximum de com. Le premier risque, c'est celui de s'épuiser hein, quand même et de ne pas tenir le cap bien longtemps. Le deuxième, c'est quand même de se poser la question de la pertinence, voilà, de la multiplication de ces outils de com. Et si tant est qu'il y a un besoin d'être sur plusieurs réseaux, quel est l'intérêt? Comment on communique sur chacun d'entre eux? Chaque réseau a ses spécificités, ses façons de parler, ses codes, etc. Et il faut que ce soit aussi en accord avec ce que vous allez raconter. Là, je vous ai mis un petit, je les aime bien aussi, ces petites illustrations, là, les réseaux sociaux expliqués avec des frites, quoi. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous n'allez pas réinventer ce que vous avez à raconter, justement. Vous avez une information à communiquer, bon, bah, il y a une information à communiquer. Mais c'est la façon dont vous allez la présenter selon les réseaux sociaux qui va varier. Voilà. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Il faut normalement adapter son message au réseau social qu'on va utiliser. Ensuite, il convient, quand on se lance sur les réseaux sociaux, alors ça peut paraître fastidieux et chronophage au départ, mais il y a un vrai intérêt pour la cohérence, le gain de temps, etc. Peut-être que certains d'entre vous ont ce qu'on appelle des chartes graphiques. Donc, une charte graphique, c'est un logo, des jeux de police, de typographie, de couleurs, etc., qu'on utilise, qu'on essaye de ne pas déformer, pas modifier pour asseoir une image. Donc, avoir toujours, que ce qu'on raconte est toujours la même tête. Il existe la même chose, mais de manière éditoriale. C'est-à-dire qu'il y a peut-être voilà, des mots-clés, des façons de parler, des expressions que vous pourriez utiliser qui vous représentent, qui font partie de votre marque, entre guillemets, et qui convient de réutiliser sur les réseaux sociaux. Mais ça se cale au départ. Voilà. C'est comme un petit cahier des charges. Donc, ça peut être le langage utilisé, le ton, est-ce que vous allez utiliser des hashtags ou non, des émoticônes ou pas. Donc ça, il y a un travail à faire là-dessus au départ de cadre, en fait, tout simplement. Et seulement ensuite, on se pose la question de mais qu'est-ce que je vais raconter? Alors, l'usage, en fait, quand on commence, hein, veut que quand j'ai un truc à dire, je le dis. Voilà, je ne me pose pas forcément la question de manière plus macro de comment organiser les choses. Et parfois, ouais, on s'épuise. L'idée, là, nous, dans notre façon de travailler, c'est quand même plutôt de travailler avec un planning éditorial. Alors, ça fait très agence. Nous, les plannings éditoriaux, c'est un tableau Excel, hein, qui souvent est tout moche, hein, en plus, et dans lequel on se dit, tiens, il y a 30 jours dans le mois, voilà, il y a 4 semaines, on va faire ça, ouais. Il y a 4 semaines, et si j'avais des sujets ou des thématiques voilà, qui pourraient revenir de manière récurrente? Un savoir-faire, un produit, ou je sais pas, quelque chose lié à la saison, à l'environnement, un partenaire. Et donc, ça nous permet en fait déjà de lister quelles sont les thématiques récurrentes qui pourraient revenir, qui pourraient aller sur un réseau social ou non, et d'avoir une vision au mois. Et bonne nouvelle,
Tout à l'heure, je vous expliquerai comment on peut programmer des posts. C'est-à-dire comment aujourd'hui, vous pouvez dire, tiens, je voudrais que dans 3 semaines, il y ait ce truc le mardi à 17h04 qui soit publié. Voilà. Donc avec cette vision mensuelle, où en gros on s'y met 1 ou 2 jours, et on programme les 4 semaines à venir de publication sur Facebook et Instagram. Ça se publie tout seul automatiquement, en fonction des heures, des jours, etc. Donc ça, c'est le gros avantage du planning éditorial, c'est d'avoir cette vision. Donc si je rentre plus spécifiquement sur Facebook. Alors, puis je vois que je vais répondre à une question en plus. Alors, sur Facebook, le grand principe, je vous disais, quasiment 70% de la population majeure est dessus, à peine plus de femmes que d'hommes, et c'est une audience qui est effectivement plus âgée que les autres plateformes, une grosse présence des 30-65 ans et plus, et on a quand même 70% aujourd'hui de ce qu'on appelle les millennials, alors les 25-44 ans, qui ne sont pas si jeunes, mais pas si vieux non plus, qui utilisent Facebook au moins mensuellement. Après, on retrouve un spectre qui est quand même assez représentatif de celui de la population française sur ce réseau. Pourquoi c'est pertinent en tant que pro du tourisme? Parce qu'on est vraiment sur un réseau social orienté classique, donc où on va aller chercher de la recommandation, des événements, du partage d'expériences. C'est quasiment un moteur de recherche aujourd'hui, Facebook, sur lequel, si on veut apparaître, il faut avoir renseigné des choses. L'audience est multigénérationnelle, donc ça va être hyper utile pour toucher tant des couples que des familles, que des actifs, que des seniors. Et il y a tout un système de recommandations et de groupes par centre d'intérêt qui est encore peu utilisé par les professionnels aujourd'hui, sur lesquels on peut investir un peu de temps. Vous avez des groupes, les fans de rando en Baronnie, je sais pas, les rois de l'escalade dans le Verdon, et sur lesquels vous avez des publics captifs en fait, qui échangent et sur lequel, de temps en temps, alors c'est là où il faut être bon quand même, c'est pas spammer les gens et faire de la pub à tout va, parce que c'est l'horreur, il n'y a pas pire en termes d'image, mais de temps en temps, voilà, réussir, vous aussi, peut-être à distiller des infos sur ces groupes. Et je rebondis sur l'autre question, il y avait quand même la question des hashtags. Alors, oui, les hashtags sur Facebook, c'est complètement dépassé. Et je vais même en profiter, je crois que je vais parler tout de suite des hashtags, comme ça me permettra de faire la transition avec la suite. Le hashtag, c'est le dièse. Voilà. C'est dièse, un mot. Finalement, c'est ni plus ni moins qu'un mot-clé. Et le principe de ce mot-clé, c'est qu'il va nous permettre de référencer ce qu'on raconte. Imaginons là, que je prenne une photo là, de la visio. Je pourrais utiliser un hashtag webinaire, un hashtag réseaux sociaux, un hashtag Facebook, etc. Ce qui fait que quand quelqu'un va faire une recherche ou utiliser un mot-clé type webinaire, ce que je raconte va apparaître en fait dans son fil, voilà, de recherche. Il va sans dire que plus vous utilisez des hashtags hyper larges, love, Paris, etc., plus la probabilité que ce que vous racontez ressorte au milieu de tous les contenus qui utilisent ces hashtags est hyper faible. Donc mieux vaut utiliser des hashtags pertinents. Sur Facebook, on les utilise très peu. Techniquement, ils fonctionnent, mais voilà, c'est vraiment pas l'usage, voire ça peut faire un petit peu ringard. J'avance tout de suite un peu sur cette même question sur Instagram, mais on y reviendra. Ça fait 1 an qu'Instagram nous dit ça va s'arrêter, on va utiliser autre chose, etc. Aujourd'hui, techniquement, le hashtag fonctionne toujours, mais ce vers quoi on se dirige quand même, et on le voit quand on fait un petit peu de veille, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un truc qu'on fait déjà, c'est l'utilisation de mots-clés. C'est faites attention dans la façon dont vous rédigez vos posts sur Facebook et Instagram aux mots que vous utilisez. Parce que, encore une fois, les algorithmes, les robots, etc., vont venir regarder les mots qu'on utilise pour classer nos publications. Sur Facebook, il y a 2 grands principes. Vous avez les profils et les pages. Donc souvent là, c'est là où on commence à patauger. Si je dois résumer, le profil,
c'est vous en tant que personne. La page, c'est votre entreprise, votre asso, votre structure. Pour animer une structure, quelle qu'elle soit, il faut qu'il y ait des gens. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens derrière, une ou plusieurs personnes. Donc le profil, c'est la personne, la page, c'est la structure. Souvent, on se dit, oh là là, mais si je fais une page, les gens vont peut-être savoir que c'est moi derrière, ils vont venir voir ce que je raconte sur mon Facebook, etc. Non, c'est vraiment, il n'y a pas de lien technique entre les deux. Disons que celui qui vient voir une page ne peut pas retrouver qui est derrière, voilà, techniquement. Ce profil, que peut-être certains d'entre vous utilisent à titre personnel, est réservé à une utilisation personnelle. Justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, moi, si je décide de créer un profil Juliette, We Used to Be Friends, potentiellement, à un moment, Facebook va me dire « Ok, prouve-moi ton identité avec une carte d'identité. » Sauf que mon nom de famille n'est pas celui de l'entreprise. Donc, il y a quand même de gros risques pour que je me fasse bloquer le compte par Facebook. Et pourquoi? Parce que sur ces profils personnels, vous avez plein d'options qui sont hyper intéressantes quand on veut faire de la com. On peut ajouter des amis. Vous pouvez aller ajouter des gens un par un et puis vous faire votre propre ciblage. Alors, c'est pénible de cliquer sur 5000 amis, mais c'est faisable. Vous allez pouvoir aller discuter en message privé via Messenger avec des gens en direct. Là, moi, je pourrais contacter n'importe lequel d'entre vous via Messenger. Hyper intéressant quand on veut faire de la com et de la promo, mais interdit. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de dépenser de l'argent pour faire de la pub. Donc voilà un petit peu le système qui a amené à la création des pages Facebook. Donc là, quand on a un besoin promotionnel, on va dire, il faut passer par une page. Alors vous avez différents types de pages, mais cette page, là, vous n'êtes pas limité en nombre de gens qui pourraient vous suivre. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des amis, ce sont des gens qui vous suivent. Problème, vous ne pouvez pas les ajouter individuellement. Par contre, vous pouvez tout à fait payer pour faire grossir votre audience. Vous ne pouvez pas envoyer de messages privés, mais vous pouvez répondre à des sollicitations que vous auriez eues. Donc ça change un petit peu la donne, mais ce sont les règles de Facebook, en tout cas. Et il n'y a pas, oui, j'ai dû le dire, il n'y a pas de limite d'abonnés. Je vous propose, alors, je vais essayer de changer de page. Hop. Et si je repartage mon Facebook, est-ce que ça va marcher? Oui. Alors, Sébastien Tellier. On arrive sur mon profil Facebook de Juliette hors travail. Et là, on voit qu'on a des pages qui sont liées. Donc, je vais aller me mettre directement sur une page. Vous voyez, là, j'ai une photo où je fais la maline avec mes lunettes de soleil. Ça n'a rien à voir avec la version pro. Et là, si on va sur allez, chemin des parcs, j'arrive sur une interface un petit peu différente. Je suis toujours en haut à droite connectée en tant que Juliette. Et là, on me dit, est-ce que tu veux basculer, changer d'identité pour devenir chemin des parcs? Puisque c'est ma page. Je vais basculer. Et là, on voit qu'en haut à droite, là, le petit P vert, c'est plus ma tête, c'est le logo chemin des parcs. Donc, c'est vraiment que je communique en tant que l'entreprise. Ici, je vais pouvoir rédiger des posts, écrire des choses. Que voulez-vous dire? Donc, petit tips, je vous invite vraiment à faire, quand vous rédigez ou vous faites votre publication, pensez bien à vous localiser. Toujours dans mon optique 1984, Facebook va augmenter la visibilité de ce que vous racontez aux gens qui ne sont pas loin, géographiquement. Donc là, je peux mettre un petit texte, mettre des petites photos. Alors, est-ce que j'en ai? J'ai une marre. Ouais, c'est pas mal, ça. Et donc, après, on va pouvoir ajouter des tags, aller identifier quelqu'un. Si je mets arrobase
Je vais pouvoir aller chercher le profil ou la page de quelqu'un d'autre, identifier une structure. Je peux mettre d'ailleurs plusieurs photos, plusieurs vidéos. Alors, je mets un petit warning sur le @followers. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. En fait, ça envoie, peut-être pas, je vais prendre à l'inverse. Si vous êtes utilisateur de Facebook, il y a peut-être des fois où vous voyez qu'une page ou une entreprise, on dit, ça vous a mentionné. Et quand vous allez voir, vous ne voyez pas votre nom. Vous dites, tiens, on a l'impression qu'on parle de nous, mais bon, ça tique un peu la curiosité. En fait, ce @followers, il permet d'envoyer une notification à tous les gens qui suivent notre page. Donc, tout le monde va voir qu'on a dit quelque chose. C'est intéressant, mais avec parcimonie, parce que c'est, comme on dit, c'est à force de crier au loup, voilà, on ne croit plus, quoi. Donc, si à chaque fois que vous faites un post, vous mettez le @followers, oui, voilà, c'est usant. Voilà. Complètement. Donc, attention, mais c'est comme ça qu'on le fait, en tout cas. Dans cette page, je retombe. Dans cette page, on a aussi plein d'autres options disponibles là. Pardon, je suis peut-être allée un peu vite. Là, en bas à droite, on a les 3 petits points. On va avoir pas mal d'autres options possibles. On peut inciter à nous envoyer des messages liés à un WhatsApp, recevoir des appels. Bon. Il y a quand même beaucoup d'options qu'on utilise peu et qui parfois, selon nos besoins, peuvent être en tout cas pertinentes. Sur cette page, on a également la possibilité, là, quand on est en professionnel, d'aller voir, en page professionnelle, d'aller voir des statistiques, un tableau de bord. Alors, je vais aller voir les statistiques, juste pour vous montrer. C'est assez rigolo. Donc, on voit quand est-ce qu'on a publié, qu'est-ce qui marche pas, les thématiques qui fonctionnent plus ou moins bien. Et on a normalement, voilà, la possibilité aussi de voir qui est notre audience, qui sont les gens qui nous suivent, avec justement nos histoires de tranches d'âge, de ville, etc. Disons que pour moi, ça, ce sont des stats qui sont bien plus pertinentes que des stats nationales de tranches d'âge ou autres. Là, c'est vraiment qui suit vos réseaux. Je reviens. Hop. Pardon, je me suis trompée de bouton. Le partage. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête. Donc là, c'est le moment où on est rassuré. Ça dépend. Ce que vous avez à droite ici, là, ce sont les taux d'engagement. Le taux d'engagement sur un réseau social, c'est le rapport entre le nombre de gens qui voient ce que vous racontez et ceux qui vont réagir. Alors, la réaction, ce n'est pas forcément qu'un j'aime ou un partage. Ça peut être un clic sur une photo parce que vous voulez en voir une autre. Ça peut être un partage, mais en message privé. Ça peut être le fait de vouloir lire le texte en entier. Bref, sur Facebook, le taux d'engagement, c'est 0,03%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a 100 personnes qui voient votre post, il n'y en a même pas une qui clique. Au global. Voilà. Ça ne veut pas dire que vos posts ils sont nuls et qu'ils n'intéressent personne. Ça veut dire que la machine, elle est foutue comme ça. Voilà. Ça limite la visibilité de ce que vous racontez, toujours dans une seule et même optique, faire en sorte qu'on achète de la pub pour être visible. Donc, vous voyez, là, on entend beaucoup, oui, mais si je fais de la vidéo, c'est vachement mieux, ça marche beaucoup mieux, etc. Bah, ça va nous permettre de passer de 0,04% de taux d'engagement avec une photo à 0,09% avec une vidéo. Voilà. Ça ne permet quand même pas de révolutionner les choses. C'est mieux, mais voilà quand même dans quoi on évolue. Autre élément à avoir en tête, l'algorithme, voilà, comment il fonctionne, on va dire, sur Facebook. On va déjà, je ne sais pas si ça devient un petit peu plus visible, voilà. Vous postez quelque chose, votre publication. Facebook va évaluer ce qu'ils appellent la qualité, alors pareil, je mets plein de guillemets à qualité, du contenu. Est-ce que vos images et ou votre vidéo sont publiées nativement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook, ils n'aiment pas qu'on envoie vers une vidéo YouTube, qu'on envoie à l'extérieur de la plateforme. Rappelez-vous, il veut que vous restiez collé dessus.
Donc, à vidéo égale, même contenu. Si vous en avez une sur YouTube, mais que vous avez aussi la vidéo sur votre téléphone ou sur l'ordinateur, préférez sur Facebook télécharger la vidéo plutôt que de renvoyer sur YouTube. Parce que sinon, hop, il vous punit. La question des vidéos en direct, elle est bien mise en avant, il n'y a pas de lien externe. Est-ce que c'est un piège à clic, oui ou non? Est-ce que ça génère tout de suite des partages, des j'aime ou pas? Ça nous permet de voir qu'aujourd'hui, il y a une grosse dérive que vulgairement, on peut appeler les putaclics. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, on va rédiger ou présenter des infos de façon à ce que les gens cliquent tout de suite. Donc ça, c'est absolument insupportable en termes d'utilisateurs. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner des points à cet endroit-là, en fait, pour que Facebook nous rende visibles. Donc, il y a une vraie mécanique dans tout ça. Facebook, si on coche ces cases-là, va continuer de rendre visible notre post à plus de monde, mais si on ne coche pas ces cases dès le départ, en gros, le post, il est voué à l'échec. Donc, dans les exemples, je peux vous donner, j'étais allée fouiller un petit peu sur certains d'entre vous, dans les bons tips qu'il peut y avoir. Ici, vous avez plusieurs photos sur le post de droite. Il y en a a priori 8. L'intérêt, alors, au-delà du fait que c'est des jolies photos, ça donne envie, etc., quand vous avez 8 photos, vous multipliez par 8 les chances qu'il y ait un clic sur une image. Pour quelqu'un qui va le faire défiler, vous allez gagner des points. Visuellement, il y a des choses qui sont mises en place. Là, on voit qu'il y a des petits émoticônes, des tags, etc. Donc, hyper intéressant aussi. On est bien localisé. Et on voit à gauche, là c'était plus pour l'exemple, qu'on a plein de hashtags qui ressortent. Ils sont cliquables, mais peut-être que la masse, là, fait qu'on ne va pas forcément aller tout lire. Ça va jusque-là? Je regarde si... Alors, je refais le tour des petites questions. Ouais, il y avait des questions tout à l'heure sur la page, sur la page Google. Je ne sais pas si on peut y revenir maintenant ou à la fin, comme tu veux, c'est toi. Ouais. Peut-on reprendre en main sa page Google créée initialement? Si vous avez les accès, oui, pour le coup. On peut aussi transférer, si c'est une activité que vous avez rachetée à quelqu'un d'autre, il peut vous transférer la propriété aussi de la fiche Google. Difficulté, quand il y a un transfert de propriété de fiche Google, on a eu le cas d'un client qui avait racheté un resto qui avant avait plein de mauvais avis. En fait, quand vous récupérez la propriété, que vous changez d'activité, vous gardez les mauvais avis. Donc peut-être que recréer une fiche établissement et faire supprimer l'ancienne, c'est pas mal. Oui, il y avait une deuxième question un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est mieux en termes stratégiques, en fait? Est-ce que, si on change l'image, l'ambiance, il est préférable de l'écraser, d'en créer. Ouais. Après, est-ce qu'on peut écraser une page? Parce que Il faut non. que l'ancien propriétaire le déclare comme fermé, et je crois que sinon, s'il y a plusieurs internautes, donc vous et puis 3 copains, qui déclarent que la fiche Google est, que l'établissement, pardon, est fermé, au bout d'un moment, ça remonte chez Google et il la ferme. Oui. D'accord. Les hashtags seraient dépassés. Ouais, c'est bon, j'avais dit. Ouais, le reste, c'est bon. Il y a rien. Ok. Ouais. Bon. Ah, du coup, en programmant, en cochant je vais répondre à ça après, sur la question de la programmation. En fait, on peut les dissocier tous les deux, mais je vais y revenir. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant à Instagram. Donc là, on est sur une audience un petit peu plus jeune, majoritairement féminine, en 54%. Donc, ce n'est pas non plus la révolution en termes de parité. Donc, audience majoritairement sous 35 ans. Et là, pour le coup, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une plateforme très visuelle, il y a beaucoup d'images, c'est la plateforme du joli, on va dire. Et là, sur Instagram, vous avez aussi beaucoup de carousels. Les carousels, c'est, vous savez, des posts où on peut faire défiler les photos, donc qui donnent aussi ce sentiment de pouvoir raconter une histoire ou de pouvoir suivre, suivre un récit, en tout cas. Donc, plutôt pertinent, et où là, le système de hashtag et de recommandation en fait, de contenu en fonction de ce qu'on aime fonctionne très, très bien.
Alors, voilà, alors c'est la difficulté, c'est qu'Instagram est beaucoup utilisé sur téléphone. Donc là, techniquement, c'est délicat pour moi de vous montrer les choses, mais voilà les captures d'écran. Donc sur la page de gauche, voilà, un petit temps de latence entre ma souris et l'écran. Vous avez sur la première ligne de votre page d'accueil Instagram tous ces petits ronds. Ces petits ronds, ce sont les stories. Une story, qu'est-ce que c'est? C'est un contenu éphémère, voilà, qui ne sera visible que 24 heures, en gros, si je fais simple. Donc là, vous allez avoir les stories de vos contacts. En dessous, ici, on va donc avoir le post qui a été fait par le parc du Verdon. Et on voit en bas de la photo, là, vous voyez qu'il y a un petit point bleu, puis une succession d'autres petits points gris. Ça veut dire que c'est un fameux carrousel, qu'il y a d'autres photos qu'on va pouvoir faire défiler et voir. Vous retrouvez là où il y a 29, le nombre de j'aime sur ce post. La petite bulle, ce sont les commentaires. Les deux petites flèches, ce sont les repartages. Alors ça, c'est une nouveauté. Alors ça a bien 6 mois, 1 an maintenant. Mais désormais, vous pouvez repartager sur votre profil le post de quelqu'un d'autre. Et là, vous avez, alors moi je vois un avion en papier, mais ça dépend des yeux, un petit avion. Là, vous avez la possibilité de partager ce post, donc soit en message privé, en story. Et le Graal sur Instagram, c'est ce petit truc là, ce petit fanion à droite, qui est l'enregistrement. Sur Instagram, les utilisateurs ont la possibilité donc d'enregistrer, d'épingler, si vous voulez, une publication qui aurait été faite, de façon à pouvoir y revenir plus tard. Et ça, c'est un peu le Graal en termes d'engagement, c'est ce qui donne le plus de points, voilà, par Instagram, une petite question d'algorithme, puisqu'on estime que les gens sont hyper intéressés par ce contenu puisqu'ils veulent le garder. Et si je prends la page de droite, là, il s'agit de mon profil, où on va retrouver le nombre de publications que moi j'ai fait, le nombre de gens qui nous suivent et le nombre de gens que moi je suis. Et là, vous allez avoir la possibilité de lier votre profil Facebook à faire le bon élève, hein, rappelez-vous, de mettre un site internet et d'autres liens aussi. Sur Instagram, la spécificité, c'est qu'il n'y a que les liens qui sont par là qui sont cliquables, quoi, dans ce qu'on appelle cette bio-là. Si vous mettez des liens, des URL dans le texte de vos posts, ce ne sera pas cliquable. Et je vous disais juste avant, là, les stories sont des contenus éphémères. Alors, les stories, hein, c'est un format vertical, c'est le format de votre écran de téléphone. Au bout de 24 heures, ça disparaît. Au départ, c'est quelque chose qui a été créé pour publier des choses peu importantes, éphémères, qu'on n'a pas forcément envie de garder, qui vont peut-être être rigolotes sur le moment, mais pas forcément à garder pour toujours. C'est un outil qui s'est vachement démocratisé. Il y a des stories très élaborées, très chouettes qui sont faites, et donc dont certaines méritent d'être gardées, entre guillemets, sur le profil. Les horaires d'ouverture, un menu. Et donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle les stories à la une. Donc si vous avez un profil Instagram et que vous ne les avez jamais configurés, vous avez juste un petit plus noir, là, et quand vous cliquez là-dessus, on vous invite justement à aller classer, ranger des stories là-dedans. Ça, c'est comme les hashtags. Ça fait un moment là qu'Instagram communique sur le fait que ça va disparaître. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, sauf si j'ai loupé un épisode, ce qui n'est pas impossible. Hein. Mais ça fait partie des choses, non, ça y est encore. Voilà. Qui, a priori, à terme, vont bouger, mais pour l'instant, c'est encore là. Donc, c'est pas mal pour avoir une petite vitrine. Donc, nos hashtags. Là, pour le test, voilà, j'avais fait une recherche avec un hashtag PNR. Parc naturel régional. Et donc, j'ai toutes les photos, notamment tous les posts, notamment ceux qui ont été faits par des gens que je ne connais pas et avec lesquels je ne suis pas en lien, qui remontent dans cet outil de recherche. Si vous faites la même chose sans le hashtag, aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est un outil de recherche, de veille. Vous pouvez avoir, selon les hashtags, des choses plus ou moins pertinentes, voire plus ou moins douteuses aussi, qui ressortent sur ces outils-là. Mais l'intérêt, c'est aussi de se rendre visible auprès de gens qui auraient des centres d'intérêt communs et qui ne nous connaîtraient pas encore.
sur les typologies de hashtags qu'on utilise aujourd'hui. Donc, selon la nature de votre activité, évidemment, la géolocalisation peut être intéressante. Voilà. Moi, j'ai un boulot où que je sois à Montbéliard, à Bordeaux ou à Paris, ça ne change rien. Parce que je n'ai pas pignon sur rue. Mais peut-être que vous, dans vos activités, la présence locale, elle est importante. Voilà. Ou vous avez un magasin ou un endroit en physique, en tout cas. Donc là, c'est important que votre activité soit liée à une zone géographique. Dans ce cas, je vous invite à utiliser le hashtag Verdon, Baronnie, Ventoux, que sais-je, voir le nom de la ville dans laquelle vous êtes. Gardez en mémoire quand même qu'il faut que ce soit pertinent, dans le sens où il faut qu'il y ait potentiellement des gens qui cherchent ces hashtags. Alors, j'ai mis hashtag de marque. Ça, c'est toujours un petit peu délicat, parce que si on est dans cette démarche-là aussi de recherche via mots-clés, c'est une vraie question, ça, hashtag de marque dans la bio. Moi, je dirais non, plus maintenant. Par exemple, comment dire, j'aimerais que quand on cherche à me contacter, on tape hashtag WUTBF, qui est l'abréviation que nous, on utilise en interne pour mon entreprise. Si je retombe un petit peu, ou si je remets les pieds sur terre, personne ne va chercher mon entreprise via le nom de l'entreprise. Au mieux, ce sera via mon nom, mon prénom. Dans le meilleur des cas, au pire, ce sera en tombant par hasard sur quelqu'un qui gère des réseaux sociaux, quoi. En fait, ça oblige l'utilisation de ces hashtags comme des mots-clés à se mettre à la place de l'utilisateur et de se poser la question de comment les gens vont arriver chez moi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont taper sur Internet? De la même façon, là, en début de session, je vous parlais du restaurant. Soit vous savez où vous allez manger, vous allez taper le restaurant machin à tel endroit, soit vous allez taper restaurant. Et donc là, en fait, le point de bascule, ça va être la fiche Google, le site internet du restaurant, votre envie du moment, quoi. Mais il faut qu'il y ait un chemin qui amène les gens chez vous. C'est le principe du hashtag de marque. Pareil pour le contenu. Et après, j'ai mis le hashtag humour, mais parce que celui-là, je l'aime bien, mais il n'a strictement aucun intérêt en communication technique. Ouais. C'était très utilisé à un moment, c'était qu'une question d'image. Hein. C'est que ça fait sourire de mettre une blague, mais pas techniquement, personne ne va chercher votre blague. Donc, il est hyper important sur Instagram d'utiliser son réseau comme dans la vraie vie, hein, mais vous avez la possibilité de renvoyer, ou en tout cas de notifier un parc, par exemple, que vous l'avez mentionné, voire il est aussi possible de faire ce qu'on appelle des posts collaboratifs, donc où on est plusieurs annonceurs en même temps, plusieurs comptes sur Instagram. Il existe aussi, voilà, dans les kits Valeurs Parc, des éléments qu'on va pouvoir retrouver, ou en tout cas réutiliser sur les réseaux sociaux, donc dans ce cas, il ne faut pas hésiter à mentionner les parcs, et à savoir aussi, en story, si vous voulez que quelqu'un repartage votre story, il faut que vous l'ayez tagué dessus, donc ce arrobase là. Donc là, on avait remis, voilà, pour exemple, les noms de compte, les tags des différents parcs. Mais c'est pareil, ça fonctionne entre vous. Si vous bossez à une ou plusieurs structures, rien n'empêche d'identifier ces autres structures et voire d'inviter à collaborer. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme typologie de contenu? Ce que les gens aiment bien voir, c'est ce qui est joli. Bon, ça, j'enfonce une porte ouverte. Mais également, les gens, des portraits, des savoir-faire. C'est vraiment le réseau social sur lequel vous allez pouvoir expliquer votre boulot, ce que vous faites, il y a vraiment un enjeu là-dessus, des services évidemment. Souvent, on dit il y a 80% du contenu qui, a priori, n'est pas commercial ou promotionnel et 20% qui l'est. Ça veut dire que les 80%, il va falloir parler de vous, mais sans dire coucou, je parle de moi. C'est trouver différents angles d'attaque. Et ce qu'on retrouve aussi, là, je vous parlais tout à l'heure de Facebook, sur Instagram, on est sur un taux d'engagement qui est un petit peu plus important. À savoir à peu près 0,60% des utilisateurs qui réagissent au contenu qu'on pourrait poster sur Instagram
Donc, c'est pareil, ça veut dire que si vous avez 100 abonnés et que vous avez 0 j'aime, c'est normal. C'est pas que votre post il est nul, c'est encore une fois que la plateforme est faite comme ça. Et ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que de manière générale, sur les réseaux sociaux, quand vous avez 100 personnes qui vous suivent et que vous postez quelque chose, il n'y en a que 10% qui vont voir ce que vous racontez au départ. Donc, si on se dit, j'ai 100 abonnés, je poste un truc, il n'y en a que 10 qui le voient, et parmi ces 10, j'ai 0,02% ou 6 qui vont mettre un j'aime, ça explique aussi souvent le sentiment de frustration qu'on a quand on a passé un peu de temps à rédiger un post et qu'il y a peu de réactions. Sur Instagram comme sur Facebook, je vous invite, quand vous avez posté quelque chose, à regarder, en dessous, vous avez un truc qui s'appelle « Voir les statistiques » ou « Voir plus de statistiques », et où là, on a une vision un peu plus qualitative des échanges qu'il y a eu avec nos posts, parce qu'il y a les j'aime, effectivement, c'est la partie visible, mais vous allez avoir les clics sur la publication, le temps passé à la lecture des vidéos, etc., qui, ça, est bien moins mesurable visuellement. Donc, allez jeter un œil là-dessus. Donc, si je reviens sur les stories, on les retrouve aussi sur Facebook. Voilà. Alors, sur Facebook, voilà comment ça se présente là, quand on est sur la page d'accueil, et sur Instagram, je vous l'ai dit, c'est les petites bulles. Et quelle est la différence maintenant entre une story et un réel? On entend parler des deux. La story, je vous ai dit, c'est éphémère. Ouais. Le réel, finalement, c'est juste aujourd'hui une vidéo permanente qu'on va pouvoir poster de façon classique. La subtilité du réel, c'est que normalement, c'est pareil, c'est une vidéo au format vertical, format écran de téléphone. Et sur Instagram, il peut y avoir un vrai intérêt aussi, c'est de partager ses publications en story. Donc faire qu'elles passent du fil d'actualité ici à quelque chose qu'on va également montrer dans les stories. Je réponds à Sylvie là, en live. Le réel, c'est un type de publication, finalement. Vous pouvez avoir une publication qui serait une photo, une publication qui serait un carrousel ou une publication qui serait un réel. On peut quasiment remplacer réel par vidéo aujourd'hui. Je reviens sur mon partage. Donc là, imaginons, typiquement, hop, je suis chemin des parcs, là, et puis mon boulot, c'est de relayer des infos des 9 parcs. Je peux tout créer en double, faire la même chose que les parcs, ou me servir de ce qu'ils ont fait pour le relayer. Donc là, par exemple, si ce poste du Verdon m'intéresse, je clique sur mon petit avion, là, qui m'ouvre la fenêtre suivante, où je vais pouvoir l'ajouter dans ma story. Et là, voilà la tête que ça va avoir en écran 3, et je vais pouvoir personnaliser les choses, ajouter du texte, ajouter ce qu'on appelle des petits stickers d'appel à l'action, à l'interaction. C'est là où vous pourrez mettre un sondage, rajouter une musique, rajouter une autre photo par-dessus, de façon à pouvoir animer les choses. Et en dernière étape, si tout est bien configuré, on va aussi vous proposer de partager cette story Instagram sur votre page Facebook. Donc là, je vous avais mis le tuto pour créer une story. Donc on retrouve ce principe-là. Et quand on veut la créer de A à Z, soit il va aller chercher le téléphone dans votre base de données d'images dans votre téléphone. Et là, c'est le même écran, finalement, vous allez pouvoir rajouter du texte, des stickers ou autre. Et là, on retrouve à droite, j'avais mis quelques exemples de... Non, ils ne sont pas très... Si, c'est peut-être plus visible comme ça. Là, vous avez la possibilité, par exemple, au milieu, de poser des questions ouvertes à votre audience. Ça, c'est un type de stickers. Là, c'était quoi, une interview où là, en l'occurrence, la radio est notifiée, donc on peut espérer qu'il repartage ce qu'on raconte pour être visible. Là, c'était du sondage, pareil, des questions. Donc, il y a pas mal il y a plein de stickers qui existent. Et maintenant, vous pouvez aussi mettre, justement, dans ces stories, avec le stickers lien, un renvoi vers votre site Internet. Il y a beaucoup d'options sur ce réseau qui peuvent être utiles. Alors, là, il y a plus de questions. Hop.
Ouais, il y avait quelques Alors, la questions. programmation via Metalis, je vais vous le montrer juste là juste Ouais. après. Donc, si c'est à faire, mais il y a peut-être des petits ajustements possibles. Pour les partages d'une publication tiers sur Facebook, il me semble qu'il n'est pas toujours évident de bien faire le distinguo entre page et profil. Alors, entre page du profil. Ah bah oui, oui, oui. En fait, ils sont pas cool Facebook parce qu'ils appellent tout pareil. Sinon, c'est trop facile. Donc, vous avez les pages professionnelles, où en gros, c'est votre vitrine. C'est ce que je vous montrais à l'écran tout à l'heure. Mais vous avez aussi la possibilité maintenant de passer en profil professionnel au lieu de profil personnel. Ça vous permet quoi? Ça vous permet, vous, d'interagir en tant qu'entreprise. Donc, la page pro, c'est vraiment votre vitrine. Et le profil pro, c'est vous avec votre casquette du boulot. Hashtag de marque dans la bio, donc plutôt pas. Y a-t-il un lien entre la fiche Google et Insta, Facebook? Alors oui, dans la fiche Google, on peut configurer les liens vers son profil Instagram et Facebook. Ça remonte dedans. Et il paraît que sur Insta, les gens sont plus attirés par les visuels où il y a des humains. Oui, c'est vrai, ça, il y a des stats là-dessus, où effectivement, dès qu'on met en avant, alors ça doit être une question d'IA aussi, mais dès qu'on voit des gens, c'est des contenus qui sont plus mis en avant. Faut-il demander à nos clients l'autorisation de les filmer? Moi, je dirais oui. Oui, oui. Peut-on utiliser l'IA pour mettre des personnes fictives sur nos photos? Alors, oui. Ah, oui. Alors, je me tire une balle dans le pied. Hein. Je suis en train de perdre mon métier en disant ça, mais on le fait aussi. Vous avez nous, on utilise beaucoup Sora, donc les images ChatGPT et Gemini qui font de la mise en situation avec des fausses personnes qui sont très bien. Hein. Après, je ne sais pas si vous avez déjà testé. Attention au niveau de détail, il n'est pas rare qu'il y ait des gens qui aient 8 doigts ou 4 œils. Sur de la foule, de la masse, ça marche bien. Sur le détail, pour l'instant, ça ne remplace pas du tout le job d'un vrai photographe. Les hashtags sont désormais limités à 5. Alors oui, ils communiquent là-dessus, effectivement, sur les 5. Je crois que techniquement, si on passe depuis le téléphone, on ne peut ajouter que 5 hashtags, mais quand on fait un copier-coller dans les outils de programmation, là, on peut en mettre plus. Bon, c'est les subtilités. Méta, et puis parfois, tout n'est pas mis à jour au même moment chez tout le monde. Comment avoir plus de bons followers? J'ai pas la solution miracle, mais l'idée, c'est il faut trouver le bon contenu. Il faut trouver le bon contenu qui va à la bonne cible. Et je dirais quand même, moi je suis assez partisane de remettre un petit peu de publicité quand même au milieu de tout ça, de façon à rebooster un petit peu les choses. Quand il y a beaucoup trop de stories, on ne les voit plus. Combien de stories faut-il pour qu'elles restent visibles et attirantes? Ça voudrait dire que tu veux être toujours visible en story, il en faut au moins une par 24 heures pour toujours apparaître en haut. Le rythme, alors là, Facebook, Instagram, il communique sur 3 à 4 posts hebdomadaires déjà. C'est intenable. Hein. 3 à 4 posts hebdomadaires et au moins autant de stories quotidiennes. Donc ça voudrait dire, ça veut dire 30 stories par semaine. Quoi. Voilà. Donc c'est un temps plein. Ouais. C'est un temps plein. C'est pas l'objectif. C'est vrai que j'avais dit ça la dernière fois en introduction, mais je crois quand même que sur les réseaux sociaux, il y a les règles annoncées par, je sais pas, San Francisco ou je sais pas quoi, la Silicon Valley ou autre, et qu'il y a quand même le bon sens paysan de ce qui est tenable et pertinent. Quoi. Ouais. Parce que 4 posts hebdomadaires plus 30 stories, en fait, vous pliez boutique, vous ne faites plus que ça, puis vous devenez un de mes concurrents. Quoi, je pense quand même. Il faut que le bon rythme, c'est celui que vous êtes capable de tenir, parce que pour le coup, c'est vraiment un indicateur dans l'algorithme sur les réseaux sociaux, c'est la régularité. C'est est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous postez tout le temps au même rythme? Voilà. Qui nous oblige, quand c'est les vacances, par exemple, à programmer des choses pour ne pas perdre ce rythme et ne pas être dévalué. Alors, j'avance un petit peu, je vois l'heure qui tourne.
Je reviens sur la question de la modération, où là, pour le coup, clairement, j'enfonce des portes ouvertes, mais qui convient parfois de se remettre à l'esprit. Notamment quand on est dans des petites structures, voire qu'on est tout seul, où souvent la boutique, c'est nous, où on peut avoir tendance à prendre de mauvais commentaires ou de mauvais avis personnellement. Il faut quand même se rappeler voilà, qu'on communique en tant que structure malgré tout. Donc il y a une nécessité de communiquer de façon pro, sincère, empathique, attention à l'orthographe évidemment, et surtout être réactif. Voilà, il y a Meta met des notes en fonction de votre niveau de réactivité. Voilà, donc ils disent il est très réactif, pas du tout réactif, il a disparu. Voilà. Donc, il faut pareil dans cette logique de bon élève, voilà, soyez réactif sur la modération. Et donc j'en viens là à l'outil. Je vais vous le montrer en live, ce sera plus rigolo que sur des captures d'écran. Alors, hop, et je repartage cet onglet. Voilà. Donc, je reviens là où je vous ai laissé tout à l'heure. Sur mon Facebook. Ben voilà, pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, là, je suis en profil de page. Donc, c'est que là, je peux commenter, mettre des choses en tant que chemin des parcs et pas en tant que Juliette. Bon, c'est subtil. Donc, quand vous êtes en tant qu'entreprise, et que là, dans la colonne de gauche, vous pouvez aller dans un truc qui s'appelle Meta Business Suite. Bon, peu importe, on va faire le test avec eux, ça va marcher aussi. On n'a pas de bol sur le réseau. Ok. Donc là, sur ma page, j'ai cliqué sur « Créer une publication ». Donc ça, c'est vraiment un outil de gestion, c'est pas public, cette partie-là. Un outil de gestion pro de la page, mais gratuit. Donc si je clique sur « Créer une publication », gros bouton bleu, voilà ce qui apparaît à l'écran. Là, j'ai bien mon compte Facebook et Instagram de connecter, ce qui veut dire, dans l'idée, le téléphone pour utiliser Instagram, je n'utilise plus du tout. Hein. On gère tout depuis l'ordinateur. Je peux choisir de publier sur Facebook et ou sur Instagram. Je vais garder les deux pour l'exemple. Là, disons que je veux mettre une image, je vais remettre ma marque. Je vais la publier en vrai, je vais me faire taper sur les doigts. L'outil me dit d'ailleurs tout de suite, attention, ta photo de marque, elle n'est pas au format Instagram, ça ne va pas, elle va être découpée. Il me propose d'ailleurs de modifier la photo et de le découper, donc soit au format carré ou vertical ou autre, pour être dans les standards de la plateforme. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je mets mon texte de post, on le voit apparaître, mais peut-être que le compte que je vais vouloir identifier n'a pas le même nom sur Facebook que sur Instagram, par exemple. Ou alors, je vais vouloir utiliser des hashtags sur Facebook, mais je ne veux pas en mettre sur Instagram pour être ringard. Je vais mettre mon texte, et là, j'ai la possibilité ici, personnaliser la publication pour Facebook et Instagram. Et je vais pouvoir avoir une vision de mon texte sur Facebook et une vision sur Instagram. C'est plutôt intéressant. Les questions de localisation ici, et ça va répondre à la question qu'on avait tout à l'heure. Ici, j'ai mes outils de programmation, date et heure. On peut être tenté, un peu flemmard, de dire « ouais, c'est bon, je laisse comme ça, je clique sur « Programmer », qui va nous publier quasiment le même contenu sur Facebook et sur Instagram au même moment. Mais on a la possibilité de les décaler. Là, je peux tout à fait dire, je veux qu'il y ait ce post le 26 février et l'autre le 13 mars. Quoi. Ce sera même contenu, mais pas au même moment. C'est de la feinte. Gardez en tête que quelqu'un qui vous suit sur les deux réseaux sociaux, ou sur plus, il faut qu'il ait un intérêt à le faire. S'il voit la même chose sur tous les réseaux, l'intérêt est moindre.
Après, si vous avez retenu tous les chiffres là, que je vous ai donnés depuis tout à l'heure, vous pouvez aussi me dire, oui, mais la probabilité que quelqu'un clique pas sur 100 abonnés sur chaque plateforme, parmi les 10%, hein, on tombe sur les mêmes personnes, c'est quand même limité, je vous l'accorde. L'idée, c'est quand même d'avoir un discours et un message qui soit adapté en fonction des... Donc là, hop, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes ici là, avec jour et heure, puis programmer le post. Vous pouvez programmer, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à, je crois que c'est J+27. Ouais, voilà. Enfin, même 29, là, je pense. Donc, vous pouvez avoir un mois d'avance, en fait, sur la programmation de vos contenus. Donc, plutôt intéressant, en tout cas. Et là, c'est ce que... Voilà. Et ben, je vais en profiter là-dessus. Je regarde si j'ai des petites questions. Si je veux publier un sondage, comment trouver l'audience pertinente? Alors, c'est pareil, c'est au long cours. Voilà. C'est vraiment de trouver les bons contenus, proposer des posts collaboratifs, des jeux concours, etc., de façon à ce que les gens s'abonnent ou suivent votre compte. Est-ce qu'on peut acheter des followers? C'est de l'intox. Alors, dit comme ça, oui, effectivement, vous pouvez, je crois que ça doit coûter 50 balles. Sur Internet, vous achetez 10 000 abonnés. C'est super, vous avez 10 000 abonnés. C'est des faux gens. Des gens qui n'existent pas, qui ne cliqueront jamais, qui n'achèteront jamais. Donc, pour l'image, c'est sans doute très bien. Pour le business, pas du tout. Par contre, en publicité, c'est parfait, ça me fait une belle transition. Vous avez la possibilité de chercher à faire croître votre communauté, mais en ciblant, en disant par exemple, j'ai tel, c'est très marketing, mais j'ai tel produit d'appel, je veux le rendre visible auprès des profils des gens qui sont dans un rayon de 17 bornes autour de chez moi et qui ont tel et tel centre d'intérêt. Là, au moins, votre contenu va être montré auprès d'une audience pertinente qui fera le choix de le suivre. Donc, dans ce sens-là, si on peut appeler ça acheter des followers, je dirais que dans ce cas-là, c'est plutôt très pertinent. Acheter un package de noms d'abonnés, ça n'est pas. Quels sont les meilleurs moments de publication sur Facebook, Insta, jour et horaire? Alors, les meilleurs, c'est quand vos abonnés sont en ligne. Si je prends, alors est-ce que je peux le montrer là-dessus? Audience. Vous avez la possibilité, alors sur Instagram, sur le téléphone et sur l'ordi, normalement, de voir quand sont connectés vos abonnés. Et si je reviens ici, pardon, quand vous êtes en train de faire créer une publication, j'aurais dû faire ça. Si je me mets sur Facebook, il vous propose là, le moment où votre audience est la plus active. Donc ça, alors attention, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les fans des Eurockéennes de Belfort, hein, les dates, les chiffres. Ça, c'est propre à votre audience et à votre page et vos réseaux. Donc, vachement plus pertinent qu'un graphique qui présente au niveau national. Et sur Instagram, c'est pareil. Quand vous allez voir mon profil, voir les statistiques, vous avez sinon des visions à la semaine, aussi des jours sur lesquels ils sont plus connectés. Peut-être ce que je peux ajouter là-dessus quand même, c'est que vous postiez le mardi à 17h04 ou le jeudi à 18h12. Franchement, il est plus important de poster une info intéressante qui va faire réagir que de se coller à un jour et une heure de publication. L'algorithme est moins sur l'immédiateté aujourd'hui que sur la capacité à faire réagir l'audience. C'est pas rare qu'on voit des posts qui aient 3, 4, 5 jours déjà sur les réseaux sociaux où finalement voilà, cette heure n'est pas hyper importante. Et je vous montre une dernière chose, comme ça je serai quasiment dans le timing. Je vais reprendre. Alors, je vais plutôt revenir sur Chemin des Parcs que sur les rockers. Pourquoi? Ok. Donc là, je reviens sur ma page Facebook. Donc peut-être pour boucler là-dessus, sur la partie publicitaire. Là, on a le Kera qui a fait une belle publication avec des belles photos. Il y a quand même déjà 38 j'aime. Ce qui est super. Mais j'en veux encore plus. Je vais le montrer à encore plus de monde.
En cliquant sur « Booster la publication », ici, je vais pouvoir avoir accès à l'outil publicitaire. Donc, à ce stade-là, je ne paye rien encore. À l'outil publicitaire de Meta. Premier piège à éviter, l'objectif. Là, Meta vous dit objectif automatique. Pour moi, c'est un attrape-nigo. C'est qu'on vous dit, donnez-nous de l'argent pour faire un truc, mais on ne vous dit pas ce que c'est. Grand classique. Mieux vaut, enfin voilà, pour vérifier en tout cas la pertinence de ce qu'on a mis en place, mieux vaut savoir ce qu'on a mis en place. Je vais prendre par exemple, obtenir plus d'interactions. Les interactions, vous vous rappelez, les clics, les j'aime, ça peut être un suivi d'une page ou autre. Je peux aussi, je ne sais pas, avoir une offre, je ne sais pas quoi, du printemps sur mon site internet à mettre en avant. Je peux aussi, par exemple, inciter les gens à venir visiter mon site internet en mettant l'URL. Donc là, on a déjà quelques possibilités. Je vais mettre plus d'interactions. Je peux ajouter, donc voilà, il me reprend mon post, je peux ajouter un bouton, faire en sorte que, tiens, je veux qu'on m'appelle quand on voit mon post. Dès que je mets un numéro de téléphone. Bon, évidemment. Allez, peu importe. Je mets un. Ça va marcher. Non, c'est trop beau. Ça ne marche pas. Bon. Dès que je retrouve France, mais je vais passer beaucoup de temps à chercher l'identifiant. Je peux ajouter un truc là-dessus. Et ensuite, j'ai la possibilité d'aller chercher des gens par centre d'intérêt ou par tranche d'âge. Donc, je vais faire audience que je choisis moi-même de créer. Je vais pouvoir choisir de rendre visible cette publication sur les fils d'actualité de tout le monde, que des hommes, que des femmes. Je me lance dans un ciblage qui n'a aucun sens pour l'exemple. Je choisis de ne montrer ce post qu'aux hommes qui ont entre 23 et 26 ans, qui habitent à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Voilà. Dans un rayon de 22 km autour de Lons-le-Saunier, et qui aiment, centre d'intérêt, la randonnée. La randonnée équestre, même. Donc, ce qui veut dire que ce post, je vais augmenter sa visibilité, c'est-à-dire que Meta va le faire apparaître sur les fils d'actualité et les profils. Donc, j'ai dit des hommes entre 23 et 26 ans dans un rayon de 22 km autour de Lons-le-Saunier qui ont un intérêt pour la randonnée équestre. Profil rare, mais j'aurais aussi pu ajouter la randonnée équestre et le Coca-Cola. Voilà. Donc, vous allez pouvoir après créer des profils en fonction de tout ça. Je vous invite, alors l'usage de ça est gratuit. Tant qu'on n'a pas lancé la pub, on ne paye pas. Il y a un nombre de critères sociodémographiques de centres d'intérêt qui est absolument flippant. Mais ça va des parents, les parents d'enfants de 0 à 6 mois, de 6 à 12. C'est un niveau de détail important. Le seul truc qui ne marche pas en Europe pour l'instant, c'est le niveau de revenu. Là, aux États-Unis, vous êtes classé par niveau de revenu aussi sur Meta, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc, vous avez la possibilité de cibler des professions, des écoles, etc. Donc, pas mal de choses. Bon, je reste sur mon ciblage insolite. Mais ça me l'a... Je n'ai pas enregistré. Bon. Et seulement ensuite, on va pouvoir définir le budget qu'on va investir là-dedans. En gros, mon niveau de ciblage, ça fait une cible. Et le budget que moi, je vais choisir va me permettre de toucher une plus ou moins grosse partie de la cible. Donc souvent, c'est une question qu'on a, c'est combien ça coûte? En fait, ça coûte ce que vous voulez. Ça va juste vous permettre de toucher plus ou moins de monde. Le budget de départ, c'est 2 € par jour. Donc, pour 2 €, vous pouvez lancer une pub auprès d'une cible particulière. Et
vous pouvez choisir la durée de diffusion aussi de votre publicité. Donc ça, c'est un outil, alors souvent qui fait peur, on se dit, oui, mais la publicité, bah, déjà c'est payant, comment ça marche, comment ça va fonctionner, et ainsi de suite. Correspondant inconnu. C'est moi qui dis. Ah non. Allô. Et pardon. Et donc ça fait un peu peur, cette pub, mais il y a un vrai intérêt. Parfois, le rapport, disons, temps passé investissement est plutôt bon. Oui. Okay. La conversation. Oui, j'arrive pas à voir qui a son micro ouvert. Désolée. En tout cas, voilà, le rapport temps passé efficacité peut être très très bon là-dessus. Et souvent, quand on a des moyens, en tout cas de temps un petit peu limité, ça peut vraiment être une bonne alternative. Et il y a des retours assez chouettes. Voilà. Non, mais là, ça me fait trop cher par mois. C'est qui? Regardez. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais, mais c'est pas une question de photo, je vois pas. Non. Ça a l'air bon. Ouais. Voilà, en tout cas, je suis désolée, je ne voyais pas. Et dispo à répondre à vos questions. Je regarde, j'ai presque pas eu de questions. En plus, sur la fin, j'ai un peu couru. Donc, en tout cas, je suis à votre écoute si jamais il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir. Oui, on a peut-être le temps de prendre quelques questions aussi en direct sans passer par la conversation, s'il vous reste des sujets. Ouais. Celle-là, Sébastien, je ne l'ai pas, cette formule, ce serait trop beau. Le pub follower client, en fait, il y a un paquet de variables d'ajustement. Est-ce que le message va parler à la cible et est-ce que l'offre derrière va être cohérente? Pour donner un exemple, ça fait tout, sur les Eurokéennes, avec un festival de musique dans le coin, quand on investit 1 euro en publicité, on fait à peu près 250 € de billetterie. Donc là, rapport jackpot, quoi. Voilà. Mais on va cibler des gens où on sait qu'ils ont déjà envie de venir voir les artistes. À budget équivalent en publicité, selon l'artiste qu'on met en avant, je n'ai pas les mêmes résultats. Donc ça dépend vraiment de cette adéquation offre-cible, quoi. Un autre exemple, à un moment, on bossait pour des moulins à poivre et moulins à sel Peugeot. C'est pareil, on était sur un retour sur investissement qui était à peu près 1 euro investi pour 15 € de chiffre d'affaires sur le site. Mais la part de ceux qui ont vu qui n'achètent pas, elle est vachement plus importante que ceux qui achètent, en tout cas. Il y a une question sur Chemin des Parcs, pour l'anecdote. Alors là, on n'avait rien à vendre, il n'y avait pas de produits à vendre. Les campagnes de publicité qu'on a lancées nous ont permis de faire exploser, pour le coup, le nombre de visiteurs sur les réseaux et le nombre d'abonnés aussi. Je ne sais plus, là, aujourd'hui, on doit être on a dû commencer à 500 abonnés. Là, on a dépassé plusieurs milliers. Là. Donc, il y a des petits investissements publicitaires. Alors, j'ai une question. Quand on lance une activité et qu'on veut avoir des followers, enfin que ce soit visible, des gens qui suivent un peu tout ça, dans l'objectif de la publication, quand on booste la publication, c'est quoi? C'est d'obtenir des interactions? C'est ça qu'il faut choisir? C'est interaction, engagement. Interaction, engagement. Alors, okay. le nom exact, sur quoi j'avais cliqué? Ah ben, je l'ai fermé. J'avais mis quoi? Interaction, ouais. Ok. Je reviens sur la page profil sur Facebook. Vous avez la possibilité. C'est pareil que la page profil, Elisabeth. En fait, vous avez la page et puis ce qu'ils appellent le profil de page. Je ne sais pas. C'est le même outil, quoi, finalement. Il y a normalement rien besoin de recréer. Si vous voulez me poser les questions à l'oral, c'est plus rigolo pour moi. N'hésitez pas.
Il reste encore quelques petites minutes, n'hésitez pas. Elisabeth, si tu veux préciser un petit peu tes questionnements, n'hésite pas à prendre la parole aussi, hein. Et oui, Sébastien, ouais, moi je conseille de bosser à partir de la Beta Business Switch. Ça centralise sur l'ordi. Alors après, moi je sais que je préfère bosser sur l'ordi que depuis le téléphone. Donc je trouve que c'est quand même plus pratique et il y a la possibilité de gérer les deux en même temps. En tout cas. Donc clairement plus confort. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, on va conclure. Ben, merci à toutes et tous pour votre participation. Pour certains d'entre vous qui sont déjà partis et qui ont dit à bientôt, on va se retrouver sur un prochain webinaire. Je vous annonce d'ores et déjà une autre action sur laquelle on va vous solliciter pour vous proposer de participer. On va faire une série de nouveaux webinaires qui porteront cette fois-ci sur la question des éco-solutions, les éco-gestes et tout ce qui permet dans les structures et dans les offres d'embrasser des pratiques encore plus durables et d'aller vers une gestion plus durable des ressources notamment. Donc, on va organiser 4 webinaires. Les dates sont pas encore complètement calées, mais ce sera de mi-mai à mi-juin sur les thématiques des écomobilités, des économies d'eau, du zéro déchet plastique et de la biodiversité dans les établissements. Donc, on vous tiendra au courant dès que les dates seront calées. Voilà, ben, il me reste à remercier Juliette pour cette animation, son sourire et son dynamisme. Et puis à vous dire à très vite, voilà, pour ceux qui qui sont déjà inscrits aux prochaines sessions. Et du coup, ça a été évoqué aussi au fil de la conversation, mais le replay va vous être envoyé et on vous enverra aussi un petit livret thématique synthétique qui condense un petit peu tout ce que Juliette vous a partagé aujourd'hui, mais sous la forme un peu d'un mémo pratico-pratique, hein, si tu veux en dire un mot, Juliette. Oui, bah, c'est un résumé à l'écrit de ce que Ouais, je vous ai c'est ça. raconté, enfin, un condensé, en tout cas, avec un petit peu les différentes étapes, des points de repère, un petit tuto, quoi. Voilà. Voilà, un petit tuto qui vous sera envoyé dans les jours prochains et on vous demandera aussi de remplir un petit formulaire de satisfaction. Ça prend quelques minutes, mais c'est vraiment important pour nous de recueillir vos avis pour continuer à s'améliorer et surtout à coller à vos demandes, vos attentes. Donc, si vous pouvez prendre ces quelques minutes pour le remplir, ce sera super. Et ben, merci encore à toutes et tous. Merci à vous, au revoir. Une bonne après-midi, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Sébastien. Et ben voilà. Je vais peut-être couper l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement. Hop, voilà.